Les combats se sont intensifiés aujourd'hui à la frontière israélo-libanaise alors que les diplomates tentent de mettre sur pied un cessez-le-feu à Damas. Réunis à Moscou, les 8 dirigeants des pays les plus puissants de la planète ont adopté une sorte de code de bonne conduite nucléaire. L'abbé Pierre au centre d'une polémique, l'idole des Français soutient certaines thèses négationnistes développées par Roger Garaudy. En rugby, le 15 tricolore écrase la Roumanie 64 points à 12. Invité du journal, Françoise Hardy, avant la parution lundi de son nouvel album Danger. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de décliner tous ces titres, je vous propose de nous arrêter un instant sur une information réconfortante. Après tout, elles ne sont pas si fréquentes. C'est l'histoire d'un chômeur savoyard, prénommé Bernard, passionné de vélo et qui a hérité d'un magasin de cycles à Nice, dont le propriétaire Raymond a décidé de partir en retraite. À l'occasion de ce conte de fées, un reportage diffusé lors du journal de France 2 à 13h vendredi dernier. Reportage Yasmina Farber, Dida Beaumont. René-Georges Molland regarde toujours le Trésor sur France 2 tout simplement parce que Patrick Chen aime le vélo comme lui. Du coup, ce Savoyard découvre un autre passionné de cycle qui offre son magasin à un chômeur. Pas de doute, c'est pour lui. On sentait que c'était notre chance parce que vraiment on correspondait au profil idéal. Vacciné avec un rayon de bicyclette, ancien commerçant, vraiment beaucoup d'atouts. Sur le CV de ce chômeur de 40 ans, 1000 courses cyclistes en amateur et l'énergie de se battre pour ses 2 enfants qui vont laisser sur place 59 candidats. J'ai trouvé mieux que moi, il est plus fort que moi. Sur tous les tableaux, il est plus fort que moi. C'est tout, j'ai eu l'idéal. Je l'ai choisi parce que j'ai senti qu'il avait une énergie supérieure à la mienne. J'ai trouvé mon maître. C'est la première fois que je trouve un gars comme ça. Pourquoi j'ai pu le convaincre? Parce que là vraiment j'ai parlé avec mon cœur. Nous avons parlé d'une passion commune, donc nous étions sur la même longueur d'onde. Donc ça a été, je dirais, facile pour moi. C'est une course gagnée facilement. Bientôt à la retraite, Raymond Cloarec a voulu jouer la carte de la solidarité pour que son commerce ne disparaisse pas. Côté mécanique, il sera le tuteur bénévole de ce chômeur qui rêvait de ce magasin depuis 10 ans. Beaucoup de gens imaginent gagner le gros lot au loto. Là, c'est notre gros lot. Pour commencer, le magasin niçois fonctionnera en tandem. Raymond Cloarec aura plus de temps pour s'occuper de ses inventions, car comme un bonheur n'arrive jamais seul, un constructeur a repéré son prototype de tricycle à la télévision. Il sera peut-être bientôt commercialisé. Réunis à Moscou hier et aujourd'hui, les 8 dirigeants des pays les plus puissants de la planète ont adopté une sorte de code de bonne conduite nucléaire. Nucléaire civil, 10 ans après le drame de Tchernobyl, mais aussi nucléaire militaire, avec l'adoption par les 8 du principe de l'option zéro en matière d'essais nucléaires. Reportage de nos correspondants à Moscou, Dominique Verda, Georges Janssen. À 6 jours du 10e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, la venue à Moscou du président ukrainien laissait espérer une bonne nouvelle, car pour l'essentiel, pas de surprise. Appel à l'arrêt complet des essais nucléaires, volonté d'une plus grande coopération internationale en matière de sécurité, certes, mais dans tout cela, rien de concret ni d'immédiat. Restait donc Tchernobyl. Va-t-on vraiment vers la fermeture de cette centrale de Tchernobyl avant l'an 2000? Cette décision n'a pas du tout été remise en cause. Elle a été totalement confirmée aujourd'hui par le président Kouchma. Enfin, le président Kouchma nous a dit qu'il était probable qu'on allait bientôt arrêter l'un des réacteurs. Provisoirement, ajoute Boris Yeltsin. De ce sommet de Moscou, on gardera cette photo souvenir. La famille des 7 pays les plus riches du monde et le cousin russe qui, avec impatience, attend d'en devenir un membre à part entière. Mais pour que le G7 devienne G8, encore faudra-t-il que Boris Yeltsin gagne les élections présidentielles en juin prochain, ce qui est loin d'être sûr. Car si son rival communiste devait l'emporter, il y a fort à parier que la Russie doive patienter encore longtemps à la porte. Dès hier après-midi à Moscou, Jacques Chirac avait rencontré Bill Clinton afin de discuter de l'évolution de la crise au Proche-Orient. Lors de la conférence de presse clôturant le sommet du G7, Jacques Chirac a évoqué les efforts de la diplomatie française afin de tenter de mettre un terme à ces affrontements. J'ai également eu tout à l'heure, à la fin de la réunion qui s'est terminée à 3 heures, un entretien en tête-à-tête avec Bill Clinton pour m'assurer que nous étions bien sur la même longueur d'onde, que nous avions bien la même ambition. Et c'est bien le cas.
Alors je souhaite naturellement que nous ayons ce soir ou demain un cessez-le-feu. Je ne peux pas naturellement me prononcer, je le souhaite, et je pense qu'il y a une chance, si tout le monde veut bien associer ses efforts. Jacques Chirac vient d'y faire allusion. On assiste actuellement aux grandes manœuvres diplomatiques à Damas afin de tenter de mettre sur pied un cessez-le-feu durable au Liban. En attendant, chacun tente de fortifier sa position sur le terrain. L'armée israélienne a intensifié aujourd'hui ses bombardements sur le sud du Liban et dans le même temps, le Hezbollah a multiplié les salves de roquettes sur le territoire israélien. Tout de suite le point en compagnie de François Cornet. L'artillerie, l'aviation, la marine israélienne ont tiré aujourd'hui quelques 500 obus ou missiles sur le sud Liban. Région visée, Tyr et Saïda, plus particulièrement la route côtière reliant la capitale libanaise au sud du pays. De son côté, le Hezbollah, pro-iranien, a touché l'ouest de la Galilée avec plusieurs salves de roquettes Katyusha. Au 10e jour de l'opération Raisin de la colère, la violence se poursuit, voire s'intensifie au Liban, malgré les efforts diplomatiques pour y mettre fin. 156 morts, plus de 300 blessés, en majorité des civils, dont bon nombre d'enfants. C'est le bilan provisoire ce soir des raids israéliens lancés depuis le 11 avril. Réunis à Damas en Syrie, les ministres des Affaires étrangères de 6 pays, France, Russie, Italie, Espagne, Irlande et Iran, multiplient leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans cette crise. Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, s'est entretenu en début d'après-midi avec Hafez el-Assad. L'approbation de Damas est essentielle pour qu'une éventuelle trêve puisse tenir, quelques 40 000 soldats syriens étant stationnés au Liban. Selon Hervé de Charette, l'accord de 93 entre Israël et le Hezbollah, interdisant les tirs contre les civils de part et d'autre de la frontière, devrait servir de base aux discussions de Damas en vue d'un dénouement du conflit. Dans un instant, dès que les liaisons satellites seront rétablies, nous retrouverons notre envoyé spécial à Beyrouth, Éric Monnier. Les Italiens à nouveau aux urnes demain dimanche pour des législatives anticipées, des élections qui risquent fort de ne pas dégager de majorité gouvernementale solide à Rome. Les tout derniers sondages donnent en effet la gauche au coude à coude avec l'alliance de la droite et de l'extrême droite baptisée Pôle pour les libertés, dont l'homme fort s'appelle Gianfranco Fini, un ancien journaliste de 44 ans. Reportage de notre correspondant permanent Alain Chalvon. Les bonnes vieilles méthodes du porte-à-porte ont toujours du bon en campagne électorale, même quand on est quadragénaire et post-fasciste. Une petite caresse au chien-chien, un bisou à la bambina et le salut cordial aux vieux militants. Sans oublier une visite au marché du coin. Ça fait toujours de belles images pour la télé. Cela convainc-il? C'est une autre question. Pour moi, c'est l'un des rares à qui on peut se fier. Il m'intéresse, il me plaît et il me convainc. Je n'ai pas confiance. Non. Fini est plus fasciste que Mussolini. Fini n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour faire oublier qu'il fut le collaborateur d'Almirante, le fondateur du MSI néo-fasciste, et qu'il participa lui-même à des manifestations de nostalgique du Duce. Il y a un an, il a orchestré en personne la dissolution du MSI dans l'Alliance nationale, la larme à l'œil, mais sans regret. Nous devons donner vie à une droite démocratique et pas liée au passé. Politicien roué, orateur remarquable, Fini n'a rien négligé pour se faire admettre dans le petit monde de la politique respectable. Arc-bouté sur son alliance avec Berlusconi, il n'a pas négligé non plus l'Église et se retrouve aujourd'hui naturellement dans le débat électoral face au leader de la gauche, D'Alema, ex-communiste, qu'il accepte désormais sans ostracisme, mais le garde à l'œil. Il y a une charge d'intolérance, d'agressivité qui laisse transparaître une culture très éloignée de la démocratie. Fini a pourtant largement réussi son opération de charme et fait oublier son passé. Selon les sondages, il serait l'homme politique le plus populaire d'Italie. Mais il reste un mystère. S'est-il vraiment converti à la démocratie ou a-t-il simplement ravalé la façade pour mieux affûter ses couteaux?
Les suites de la polémique de la maladie dite de la vache folle, un document confidentiel du comité scientifique vétérinaire de l'Union européenne dénonce le caractère potentiellement infectieux de tous les dérivés bovins d'origine britannique. L'Agence européenne du médicament a également mis en garde contre l'utilisation des gélatines issues des bovins britanniques pour fabriquer certains médicaments et autres cosmétiques. En France, alors que les consommateurs marquent toujours une défiance vis-à-vis de la viande de bœuf, les producteurs du Limousin ont organisé un grand banquet destiné à célébrer les vertus du steak local. Reportage à Aubusson dans la Creuse, Jean-Yves Perrin, Nathalie Gallet. Comme tous les éleveurs creusois, Jacques Touré est furieux. Depuis le début de la crise de la vache folle, ces charolaises prêtes à la vente lui restent sur les bras. Les abattoirs tournent à mi-régime, les acheteurs n'achètent plus et les cours ont perdu 2 à 3 francs par kilo, sans aucune raison, selon lui. Notre richesse, nous, c'est l'herbe. Donc, nous ne travaillons pas avec des produits de substitution, ni avec des farines. Et le problème, c'est que c'est l'image de marque de toute la profession qui est touchée par cette histoire. Monsieur le préfet, ne vous coupez pas les doigts. Pour corriger le tir, le banc et l'arrière-banc du personnel politique creusois met la main à la pâte. Autour du barbecue, ministres, préfets, députés, tous en tablier immaculé, réunis pour une grande bouffe à la gloire du bœuf creusois. Il faut savoir complètement payer de sa personne quand la cause est juste et qu'en plus elle est savoureuse. Et pour couronner le tout, quelques célébrités, tous des creusois d'adoption, sont venus tailler la bavette. C'est pas la nation en danger, mais presque. Non, je pense qu'il faut véritablement un consensus et c'est très très important que tout le monde se mobilise pour lutter contre cette folie. En tout, 300 convives, tous des notables, maires, conseillers généraux, responsables professionnels. Évidemment, au fil du repas, le ton monte un peu, surtout quand on parle de ceux par qui la crise est arrivée. Il y a 50 ans, il y a eu un problème comme ça avec l'abattage de bœuf, c'était la guerre. Pas convaincue, la charolaise. Elle aimerait juste que les consommateurs français s'intéressent un peu plus à ces steaks. Retour à la crise au Proche-Orient avec en direct de Beyrouth notre envoyé spécial Éric Meunier. Éric, bonsoir. Vous avez rencontré il y a quelques minutes à Beyrouth l'un des responsables du Hezbollah. Alors selon vous, les responsables de ce mouvement sont-ils prêts à accepter un cessez-le-feu durable ? Oui, effectivement, nous venons de rencontrer un des responsables, le numéro 2 du Hezbollah. Et je pense qu'on peut dire ce soir que le Hezbollah va sans doute accepter sans trop de problèmes le cessez-le-feu. Cela pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sortent grandis politiquement, renforcés. Ils incarnent désormais ici au Liban la résistance contre Israël. Et puis parce que militairement, ils n'ont perdu personne. Les raids israéliens n'ont fait aucune victime parmi les rangs du Hezbollah. De toute façon, Éric Meunier, il faut bien dire que la décision politique se prendra à Damas, où sont actuellement présents les 2 parrains politiques du Hezbollah, la Syrie et surtout l'Iran. Oui, exactement. Hervé de Charette a rencontré à la fois le président syrien et aussi son homologue iranien, Velayati. Il rendra compte de ces entretiens cette nuit à l'ambassade de France, où seront réunis ses homologues russes, italiens, qui représentent l'Europe et américains. On peut dire que pour l'instant tout est sur les rails et je pense en étant un petit peu optimiste qu'on peut s'attendre à un cessez-le-feu dans la journée de demain. Merci beaucoup Éric Meunier, vous êtes, je le rappelle, en direct de Beyrouth. Merci, nous vous retrouvons demain bien sûr dans notre édition de 13h. Autre chose dans l'actualité, pour la première fois à la télévision et bien évidemment sur France 2, Sandrine Bonner et Gérard Depardieu dans le Comte de Monte Cristo en feuilleton très bientôt. Information donnée cet après-midi au MIP TV de Cannes par le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach, qui a également annoncé que France 2 et France 3 allaient consacrer à la fiction plus de 5 milliards de francs d'ici l'an 2000. Le PDG de France Télévisions a d'autre part annoncé 3 nouvelles chaînes thématiques pour le futur bouquet numérique, comme on dit. Patricia Charnelet. Le plus grand marché mondial des programmes de télévision se déroule ici, à Cannes. Plus de 100 pays sont représentés. Plus que jamais, à l'heure de la télévision numérique, qui signifie que vous recevrez bientôt des dizaines de chaînes supplémentaires, l'accent est mis sur les programmes. Car sans eux, ces nouvelles chaînes annoncées ne seront que des coquilles vides. L'effort de France Télévisions, c'est de créer des œuvres de fiction, des documentaires, d'information, de faire du sport, tous ceux que l'on va retrouver
à la fois dans les chaînes généralistes qui vont rester prioritaires et dans les chaînes thématiques ou dans le bouquet d'offres multiples qui va naître avec le numérique. L'idée de contrôler un jour une partie du ciel, ça vous donne le vertige? Non, pas contrôler nous, mais de faire partie de la maîtrise de notre propre ciel et de ne pas laisser à tel Américain, Australien, Coréen, Chinois demain la maîtrise de mon propre espace et de mon propre ciel. Je veux que nos enfants et nous voyons des programmes que nous inventons jour après jour. L'année prochaine, les progrès techniques permettront aux Européens de recevoir 500 chaînes de télévision. Un véritable déluge d'images nous sera proposé. Les premières grandes batailles pour contrôler le ciel ont bel et bien commencé. L'enjeu est gigantesque, aussi bien politique, économique que culturel. Qu'on le veuille ou non, on n'échappera pas à cette révolution. En attendant... Allez les enfants, demain il fait beau, alors au dodo et à bientôt. L'abbé Pierre au centre d'une polémique, le français le plus populaire, si l'on en croit les sondages, l'apôtre des sans-logis, a en effet semé le trouble en confirmant son soutien aux thèses négationnistes développées par Roger Garaudy dans son tout dernier livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Le point de cette affaire avec Javi Tambert. Une lettre de 5 pages envoyée à un ami de 40 ans, l'abbé Pierre a pris fait et cause pour Roger Garaudy. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Pour mieux dénoncer la politique de l'État d'Israël, l'auteur donne ici ouvertement dans le révisionnisme, c'est-à-dire, sinon la contestation, au moins la mise en doute de l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'abbé Pierre, lui aussi, doute. Au moment où, pour ma génération, est apparue l'extraordinaire atrocité abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, il n'est pas surprenant qu'on ait été porté à exagérer, sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion. Le pire service qu'on puisse rendre, le plus grand mal qu'on peut faire à une cause, c'est de lui apporter des arguments exagérés. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la consternation chez tous ceux qui luttent contre la résurgence de l'antisémitisme via la négation des crimes nazis. L'abbé Pierre leur a apporté une caution. Loin de nous l'idée de croire que l'abbé Pierre est antisémite ou négationniste. Ça serait une insulte à son combat, à ce qu'il est. Mais il a été peut-être abusé de la part de gens extrêmement retors et qui se servent aujourd'hui de sa personnalité, de son nom. Et puis, il faut savoir que Roger Garaudy, dont le livre fait scandale, a été communiste pendant plus de 30 ans. Ce qui est mis en lumière aujourd'hui, ce sont les liens entre extrême gauche et extrême droite, sur fond d'antisémitisme. C'est un petit peu le nouvel ordre économique mondial incarné par les États-Unis et un refus d'une solution européenne et social-démocrate. Il y a toujours ces éléments-là. Et pour les antisémites, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amérique représente le temple. New York, c'est la principale ville juive du monde pour eux. L'abbé Pierre parle aujourd'hui d'une cabale, son dernier coup de gueule en tout cas, passe mal. Régine et son fils n'ont pas fait vraiment un tabac sur un appareil de la compagnie américaine American Airlines après avoir refusé d'éteindre sa cigarette et s'être quelque peu, disons, disputé pour rester poli avec l'équipage. Lionel Rodcage et sa mère Régine sont poursuivis par la justice américaine. Avant d'être jugés sur le fond, le 6 mai prochain, ils ont dû verser une caution d'environ 500 000 francs, une cigarette qui coûte cher. Sur une autre compagnie, United Airlines, un maçon britannique a écopé de 30 jours de prison ferme, cela pour avoir fumé une cigarette dans les toilettes. Sport toujours cet après-midi à Aurillac, le 15 de France a écrasé la Roumanie 64 points à 12. Cela au terme d'un cavalier seul résumé par 10 essais français contre 0 pour les Roumains. Christophe Duchiron. Ça fait quelques années que ça dure. Quand les Français jouent contre les Roumains, ça n'est plus un match de rugby, c'est une partie de plaisir. Aujourd'hui, les jaunes sont encore passés à l'essoreuse et un bout d'essai réussi pour Stéphane Glas. Contre des Roumains lessivés, les Français lavent plus bleu que bleu, et voilà la Brousse qui marque à son tour. 4 essais en première période pour la France, qui mène 26 à 12 à la mi-temps. Chez l'adversaire, Popisteanu a réussi 4 tirs au but. Mais il y a bien longtemps que les Roumains sont dans le vent, et on en connaît qui doivent avoir un gros rhume ce soir à force de rester dans les courants d'air. Attention, avis de tempête,
Stéphane Glas passe par là et marque encore une fois. C'est pas pour se moquer, mais il y a des moments où ça tourne à la rigolade. Un cadeau des Roumains que les Français acceptent bien volontiers. Facile, forcément facile. Thierry Labrousse, un nouveau venu, inscrit son deuxième essai du jour. En deuxième période, ça arrive de tous les côtés. À chaque coup, on gagne ou presque. Alain Penaud prend le périphérique, il évite les embouteillages et il aplatit dans l'embut. Il y a bien longtemps déjà qu'il n'y a plus de match, plus de suspense et plus qu'une équipe sur le terrain. Admirez le train bleu qui entre en gare roumaine et cherchez le train fantôme. C'est le bal des maudits bleus. Un essai de 80 mètres où les Français jouent à la passe à 10. À toi, à moi, et Christian Califano, le pilier qu'il vous faut, marque son troisième essai de l'après-midi. Chapeau. Côté roumain, le bilan des dégâts est lourd. 10 essais encaissés, aucun de marqué, une défaite 64-12, un après-midi de chien. À quelques semaines des Jeux Olympiques d'Atlanta, performance de très bon augure pour la jeune gymnaste française Isabelle Severino, qui a raflé la médaille de bronze au championnat du monde de gymnastique à Porto Rico cette nuit aux barres asymétriques, et cela grâce à sa spécialité, une figure aussi difficile qu'originale, un salto arrière corps tendu avec une vrille et demie. 20e édition du Marathon de Paris. Demain, parmi les 22 000 participants à cette course, beaucoup de passionnés, 100% amateurs, qui se préparent très sérieusement pour cette course. Gilles Marinet et Jean-François Becquet ont rencontré l'un de ces marathoniens sur son lieu de travail. J'aime courir et puis ça fait une vingtaine d'années que je cours avec mon plateau. Ouais, mon ami. Ah, merci, mon ami. Ça va être la 18e fois que je fais le Marathon de Paris. 18 marathons, autant de plateaux garnis. André court tout le temps, mais jamais sans son outil de travail. Le plateau est de toutes les compétitions. On connaît le serveur de la Rue Hoche à Londres, New York, Bruxelles. Il reçoit régulièrement en brasserie le gratin de la course. Aujourd'hui, Philippe Raymond, champion de France. Moi, je fais avec mon plateau demain. Ouais, bah, écoute, je t'encouragerai quand je te passerai parce que tu vas partir juste devant nous. Je te donnerai une petite tape. T'as rappelé la douche que moi, je serai encore sur le parcours. Vous partez ensemble demain sur la même ligne? Oui, on part ensemble. Ouais. Je pars un petit peu avant, pour pas le gêner. Il va me doubler, mais c'est un bon copain, c'est un vrai sportif. Grâce à la complicité de ses copains champions, André connaît l'ivresse des départs en première ligne. Après, ça se gâte. Meilleur temps, 3h20, mais à 48 ans. Pour ça, il faut savoir s'entraîner dur. Je fais mes 8-10 km d'entraînement tous les matins. Et puis là, depuis 3 mois, je prépare le Marathon de Paris, alors des plus grandes distances. Et tous les week-ends, je vais courir un 20-25 km. Côté assiette, volonté de faire, le menu marathon n'a rien, mais alors rien à voir avec la carte brasserie. Ah ben là, c'est des pâtes, de l'eau, le café ce matin, du miel et puis des fromages blancs. Et puis j'espère une bonne nuit de sommeil parce que je suis un peu fatigué là. Lundi, vous travaillez? Ah oui, lundi matin, je suis là à 10h, mon patron, et la course à pied, c'est une chose, mais le travail, c'est quand même ce qui me fait vivre. Hein. Au revoir. Départ du Marathon de Paris, demain matin, 9h, avenue des Champs-Élysées. Comme promis, nous retrouvons notre invité, Françoise Hardy, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album baptisé Le Danger, avec 13 chansons inédites éditées chez Virgin. Bruno Albin. Françoise Hardy revient sur ses hésitations à chanter de nouveau et aux parties parisiennes pour 12 titres, dominante rouge sur idée noire. Des textes qu'elle murmure comme pour mieux se faire écouter. La tourner cette fois dans sa bouche, à défaut la donner au chat, ne pas broncher quand il fait mouche, essayer qu'elle reste de moi. Son ultime enregistrement datait de l'an dernier. C'était à Londres, à Abbey Road, studio mythique où l'on sait ce que rock veut dire. Avec les Blurs, un single, un duo avec Damon Albarn. Comme un avant-goût de l'envie de se jeter dans un nouveau face-à-face avec le micro. Mais lundi, ce sera un véritable album, à titre Le Danger. Françoise Hardy n'en avait pas produit depuis bientôt 8 ans. Pas de campagne médiatique tonitruante pour ce disque très attendu, mais 2 interviews, l'une à Libération et l'autre pleine page dans Le Monde, où elle parle de ses dédicaces à Marguerite Duras, à Louise Buñuel et à Kurt Cobain de Nirvana. C'est la fin d'une période de ma vie, dit-elle, qu'il me faut passer de la passion au détachement, sans sombrer dans l'indifférence.
Françoise Hardy, bonsoir, je suis très heureux de vous recevoir, d'autant que vous faites plutôt rare sur les studios de télévision, vous n'êtes pas vraiment la reine de l'autopromo comme certaines de vos consoeurs ou de vos confrères. Bruno Albin a un petit peu souffert pour ce sujet parce qu'il n'y a pas de clip, vous n'allez pas en faire? Si, absolument, c'est en projet, il se peut que je fasse ce clip d'ailleurs avec un tout nouveau réalisateur flamand, belge. Question simple, pourquoi ce nouvel album maintenant? Il y a 10 ans, vous aviez sorti Love Song qui était annoncé comme le dernier. Alors écoutez, je vois que vous avez puisé vos informations dans l'article du Monde et je ne veux pas me fâcher avec ce journal, mais quasiment toutes les informations sont fausses dans ce journal. Je n'ai jamais remercié Kurt Cobain de quoi que ce soit. Enfin, il n'a pas besoin de ça et moi non plus. Bon, non, mon dernier album s'appelait Décalage en fait et est sorti en 1988 et j'étais persuadée que ce serait le dernier. Je voulais que ce soit le dernier parce que je ne me sentais plus du tout le courage, c'est peut-être pas le courage le mot qui convient, mais de me retrouver sur des plateaux de télé à faire des prestations, chanter, etc. Et en fait, en 1994, je crois, un PDG de maison de disques m'a demandé pourquoi je ne voulais plus faire de disques. Et je lui ai dit pour ça, parce que je ne veux plus faire ça. Il me dit mais je vous signe même sans ça. Et tout est parti de là. Ça faisait quelques années que j'essayais d'écrire pour les autres, que je découvrais tous les problèmes qu'on rencontre quand on écrit pour d'autres que soi. Que je découvrais aussi comme des artistes confirmés comme Gashpati ou Lio avaient beaucoup de mal à trouver des maisons de disques qui veuillent bien les distribuer ou les produire et je me suis dit que vraiment je ne pouvais pas refuser l'offre qu'on me faisait, d'autant moins que j'avais pas loin de moi des compositeurs de talent qui étaient plus ou moins en mal d'interprète. Alors pourquoi ce titre un petit peu curieux, Le Danger et cette maquette rouge et noire, comme reprendre l'excellente formule de mon ami Bruno Albin, dominante rouge sur des idées noires? Alors le titre, vous savez, à chaque fois on préfère utiliser un titre qui soit le titre d'un des morceaux de l'album. Et en fait, c'était le seul titre qui convenait, qui pouvait un petit peu symboliser, illustrer le climat général de l'album, qui parle de choses... Vous êtes d'accord quand on dit que c'est même une tonalité très mélancolique? Pour moi, le terme mélancolique est un petit peu faible, ça a toujours été ma tonalité. Là, je dirais que cet album-là est un petit peu plus noir quand même, et rouge en même temps, puisque c'est un peu... Enfin, ça parle plus de passion que de mélancolie. Vous parlez vous-même d'un deuil psychologique. C'est une forte expression. Toujours les mêmes informations. Non, là, c'est un petit peu trop compliqué de parler de ça. Non, c'est surtout un disque qui parle de passion. Donc le rouge est là pour symboliser le feu de la passion, le noir pour symboliser évidemment le petit tas de cendres, la carbonisation qui en résulte. Vous avez, je pense qu'on peut le dire, 52 printemps, vous êtes toujours très séduisante. C'est vrai. Question si basique que doivent se poser beaucoup de ceux qui vous admirent. Pourquoi vous ne faites jamais de scène? Tout bêtement parce que je n'ai pas l'énergie physique pour ça, parce que je n'ai pas le souffle pour chanter comme on doit chanter sur scène, c'est-à-dire sans faiblir, sans faillir. Voilà, j'ai des limites qui font que je suis surtout auteur et puis à l'occasion je chante mes petites chansons dans des studios où on peut revenir 100 fois sur les prises, etc. Étienne Daho, qui vous connaît bien, dites-vous que vous êtes star et ermite en même temps, vous acceptez? Alors je suis star, c'est difficile à moi d'en juger, ermite en tout cas, oui, je suis assez solitaire, peut-être par goût du calme. Alors, est-ce que vous reconnaissez avoir dit, parce que maintenant je n'ose plus poser de questions, que vous êtes une introvertie tourmentée par toutes sortes de peurs? Ça c'est un autre journal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a beaucoup d'angoisse. Voilà, enfin, j'aime pas beaucoup parler de ça parce que ça fait presque névrotique, quoi. Je crois que ça l'est. Alors, vous aviez chanté une très belle chanson qui s'appelait Ma jeunesse fout le camp. Est-ce que vous appréhendez la suite? Oui. Vous voulez que je vous récite ce que j'ai répondu à cette question? Elle est toujours pas revenue. Voilà. C'était même un peu plus direct, la réponse. Oui. Et puis, comme j'ai lu beaucoup de bêtises vous concernant, j'ai vu également, enfin ce sera la dernière question, que vous aimiez bien les hommes fragiles, un peu féminins et misogynes. J'ai donc toutes mes chances. Votre portrait, oui. Voilà.
Merci beaucoup, c'est extrêmement aimable donc d'être venu sur le plateau de France 2 parce que vous n'avez pas multiplié les prestations et donc je rappelle cet album qui s'appelle Le Danger, voilà, on le voit sur votre écran et qui sort lundi, c'est ça, chez tous les bons disquaires. Merci beaucoup de votre visite. Je ne retrouve plus mon papier. Voilà. Avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, je vous propose maintenant pour terminer de bien belles images du Grand Prix de multicoque. C'est la voile bien sûr. Un Grand Prix qui se déroule tout ce week-end au large de Brest. Sur place, Claude Aymar. Un Marseillais en rade à Brest. À 40 ans, Alain Fédancieux change de style. Lui, l'habitué des monocoques du Tour de France à la voile, devient équipier navigateur sur multicoque et ça décoiffe. C'est que c'est des bateaux qui vont très très vite, c'est des bateaux immenses où il y a des efforts colossaux et en monocoque ou en monotype particulièrement, on n'a pas l'habitude de naviguer d'abord à des vitesses aussi élevées, donc sur des parcours qui font 30 ou 40 km, en fait on les boucle en 1h30, 2 heures, donc toutes les notions de distance et de temps changent. Et oui, ça change, d'autant plus que pour courir ce championnat des multicoques, dont c'est la première édition cette année, les skippers de ces Formule 1 des mers n'ont rien laissé au hasard. Et surtout pas le choix de leurs équipiers. Et là aussi, c'est un changement. Tous ont pensé performance en s'entourant de marins, quelquefois internationaux, mais surtout venant d'horizons différents des courses océaniques. Je crois qu'il nous apporte le sens véritable de la régate entre trois bouées, le sens tactique que nous, coureurs au large, on a un peu moins qu'eux. On aimerait bien en fait que la voile open s'internationalise et donc donner un petit peu envie à ces gens-là d'aller chercher, d'aller construire des bateaux de ce type. Des bateaux qui sont en quelque sorte en rodage lors de ce Grand Prix de Brest. C'est la première épreuve de l'année sur le calendrier des multicoques. C'est donc l'occasion pour les navigateurs de tester les modifications qu'ils ont apportées pendant l'hiver. Allez, saute. Ouvre bien la chaîne. Choque bien là, choque. Et puis tous les soirs, et là encore c'est un changement, ils se retrouvent au village du Grand Prix pour refaire les régates de la journée, pour boire un verre ensemble et trinquer. Au solitaire. Voilà, compétition retransmise ce soir sur notre antenne de France 2 à minuit 30 et demain dans Stade 2, dernier journal vers minuit 40 en compagnie bien sûr de Florence Daucher. À 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra demain matin Georges Moustaki et à midi, l'émission polémique de Michel Cotta sera consacrée bien évidemment à la situation au Liban mais aussi au dossier tout à fait explosif de l'immigration clandestine en France. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. Bonne fête aux Odettes avec le dicton du jour. Qui paie Odette s'enrichit. Rendez-vous demain 13h. Excellente soirée, merci.